Ils pesaient 56 tonnes. Leur canon de 120 mm pouvait percer presque n'importe quel blindage connu à près de 2 km. Sur le papier, ils incarnaient la réponse américaine à la peur absolue. Et pourtant, ces chars n'ont jamais tiré un seul coup de feu sur un ennemi réel. Jamais. Pas une fois. Cette histoire commence au moment précis où les généraux occidentaux comprennent que la prochaine guerre, si elle éclate, les prendra de court. Septembre 1945. Berlin est en ruine. La guerre la plus meurtrière de l'histoire vient de s'achever, et dans les tribunes dressées le long des grandes artères de la capitale détruite, les officiers américains, britanniques et français observent le défilé de la victoire. L'atmosphère est lourde, mais triomphante. L'ennemi est vaincu, l'Europe respire à nouveau, et chacun pense déjà au retour à la normale. Jusqu'à ce que les chars soviétiques apparaissent. Quand les IS-3 roulent sur les pavés, quelque chose change dans les regards. Ces silhouettes basses, massives, presque agressives, n'ont rien à voir avec ce que les Occidentaux connaissent. La tourelle aplatie, le blindage incliné, le canon de 122 mm, tout donne l'impression d'une machine venue d'un futur inquiétant. Dwight Eisenhower, encore général, observe sans un mot. Autour de lui, les officiers comprennent instantanément que leur propre char semble soudain appartenir au passé. L'armée américaine termine la guerre avec un paradoxe dangereux. Le M4 Sherman, omniprésent, a gagné par le nombre et la fiabilité, mais pas par la supériorité technique. Face aux Tiger et aux Panthers allemands, ces équipages ont payé un prix terrible. La tactique consistait souvent à sacrifier plusieurs chars pour en contourner un seul. Le M26 Pershing, arrivé trop tard, a corrigé une partie du problème, mais il n'a jamais eu le temps de prouver qu'il pouvait dominer durablement un adversaire lourd. Et maintenant, face aux IS-3 soviétiques, même le Pershing paraît insuffisant. Le blindage soviétique est plus épais, mieux profilé. Le canon est plus puissant. Le message est clair pour Washington. Si un nouveau conflit éclate en Europe, les divisions blindées américaines risquent d'être écrasées dès les premiers affrontements. La guerre froide n'a pas encore de nom, mais elle commence dans les esprits à Berlin. Les analystes militaires imaginent déjà les plaines d'Allemagne transformées en champs de bataille géants, saturés de chars lourds avançant en masse. Le fameux corridor de Fulda devient une obsession. Dans ce scénario, l'armée américaine n'a pas le droit à l'erreur. Elle doit pouvoir détruire les chars soviétiques avant même qu'ils n'entrent à portée de tir efficace. C'est à ce moment précis que naît l'idée d'un char radicalement différent. Pas un compromis, pas une évolution prudente. Une machine conçue pour une seule mission, tuer les chars ennemis à longue distance. Les ingénieurs reçoivent une consigne simple et terrifiante à la fois. Peu importe le poids, peu importe le coût. Il faut un canon capable de percer tout ce que l'Union soviétique peut aligner et un blindage capable d'encaisser l'impact en retour. Les premières études reprennent les leçons encore fraîches de la guerre contre l'Allemagne. Les projets lourds expérimentaux refont surface. T-29, T-30, T-34, des monstres d'acier, puissants mais ingérables, abandonnés trop tôt parce que la guerre s'est terminée avant leur maturité. Désormais, ces échecs deviennent des points de départ. Les ingénieurs comprennent qu'ils doivent aller plus loin, tout en évitant de reproduire les mêmes erreurs. Le futur char devra frapper avant d'être touché. Il devra survivre au premier impact, et peut-être au second. Sa silhouette devra dévier les obus, plutôt que les encaisser frontalement. Sa tourelle ne sera plus anguleuse, mais massive et moulée. Son canon ne devra laisser aucune chance à l'adversaire. Sur les planches à dessin, la peur de Berlin se transforme peu à peu en acier, en chiffres, en compromis risqués. À Washington, personne ne doute encore. L'idée est simple, répondre à la terreur par la puissance. Les généraux veulent un symbole, une machine capable de rassurer leurs propres troupes et d'effrayer l'ennemi. Ce char ne sera peut-être jamais produit en grand nombre, mais il devra incarner une promesse. Celle que l'Amérique ne sera plus jamais surprise par un adversaire technologiquement supérieur. Sans le savoir, à ce moment-là, les États-Unis viennent de poser la première pierre d'un programme qui va engloutir des centaines de millions de dollars, provoquer des scandales politiques et donner naissance à l'un des chars les plus puissants de son époque.
Un char qui, malgré tout cela, ne connaîtra jamais le combat réel. Une fois la décision prise, l'armée américaine entre dans une phase dangereuse où l'enthousiasme précède la lucidité. Les ingénieurs savent qu'ils ne peuvent plus se contenter d'améliorer des modèles existants. Il faut repartir presque de zéro. Le futur char devra être capable de détruire un blindé adverse avant même que celui-ci ne puisse identifier sa position. Cette exigence va dicter chaque choix technique, même les plus risqués. Au cours des années qui suivent la fin de la guerre, plusieurs équipes travaillent en parallèle. Les projets lourds abandonnés sont disséqués pièce par pièce. Les rapports de combat allemands sont relus, les statistiques soviétiques épluchées, les doctrines comparées. Une conclusion s'impose progressivement. Les formes anguleuses sont une erreur. Plus un blindage est incliné et courbe, plus il offre de résistance effective sans augmenter excessivement la masse. Cette idée devient centrale. C'est dans ce contexte que le projet T-43 prend forme à Détroit. Contrairement aux monstres expérimentaux précédents, il ne s'agit plus seulement d'empiler de l'acier. Le corps du char adopte une silhouette elliptique, pensée pour dévier les obus. La tourelle est conçue comme un bloc massif moulé d'une seule pièce, une solution coûteuse mais jugée indispensable. Les calculs montrent qu'avec l'inclinaison, l'épaisseur frontale équivalente dépasse largement ce que les canons soviétiques connus peuvent perforer à moyenne distance. Mais le véritable cœur du projet se trouve ailleurs. Les ingénieurs savent que le blindage seul ne suffit pas. Le futur char doit frapper le premier, et frapper juste. Le choix se porte sur un canon rayé de 120 mm, une arme directement inspirée de l'artillerie lourde anti-char. Sa mission n'est pas la polyvalence. Il est conçu pour un duel précis, froid, méthodique, à grande distance. Sur le papier, ce canon peut percer plus de 220 mm de blindage à près de 900 mètres, une performance qui dépasse tout ce que l'armée américaine a jamais déployé sur un char. Cette puissance a un prix immédiat. Les obus sont trop lourds pour être manipulés rapidement par un seul homme. Le chargement devient séparé, projectiles et charges propulsives distincts. L'équipage est porté à 5 hommes, avec 2 chargeurs travaillant en coordination. Cela ralentit la cadence de tir, mais l'état-major estime qu'un seul coup au but suffira dans la majorité des scénarios. La philosophie est claire. Mieux vaut un tir parfait qu'une rafale inutile. À la fin des années 40, le premier prototype est prêt. Il pèse déjà plus de 50 tonnes. Pour le déplacer, on installe un moteur Continental 12 cylindres développant plus de 800 chevaux. Sur le banc d'essai, le moteur semble prometteur. La suspension à barre de torsion et les 7 galets de chaque côté sont censés offrir une mobilité acceptable sur terrain européen. Sur les documents internes, le char est décrit comme l'ultime réponse à la menace soviétique. À Washington, la confiance est totale. Les présentations aux généraux sont impressionnantes. Schémas, courbes de pénétration, simulations de combat. Le T-43 est présenté comme un tueur à distance, capable de dominer le champ de bataille avant même le contact visuel. L'idée qu'un tel char puisse rencontrer des difficultés sérieuses n'est presque jamais évoquée. La machine est jugée trop importante pour échouer. Puis, l'histoire accélère brutalement. En 1950, la situation internationale change en quelques jours. La péninsule coréenne s'embrase et l'armée américaine se retrouve engagée dans un conflit pour lequel elle n'a rien préparé. Les unités blindées envoyées sur place utilisent encore des chars vieillissants. Elles se retrouvent face à des T-34-85 fournis par l'Union soviétique à leurs alliés. Les pertes s'accumulent et la panique gagne les états-majors. Le programme T-43 devient soudain une priorité politique. Il n'est plus question d'attendre la fin des essais complets. Les responsables exigent des chars immédiatement. Un contrat d'urgence est signé avec Chrysler pour un montant de 99 millions de dollars, une somme colossale pour l'époque. L'objectif est clair, produire rapidement, corriger les défauts plus tard. En novembre 1951, les premiers exemplaires de série quittent les chaînes de montage. Ils sont envoyés directement au polygone d'Aberdeen pour des essais accélérés. Officiellement, il s'agit de simples vérifications finales. En réalité, c'est là que les illusions commencent à se fissurer. Très vite, les rapports techniques s'accumulent
et aucun n'est rassurant. La transmission montre des signes de surchauffe après quelques heures seulement, le moteur peine à déplacer la masse du char sur terrain accidenté, la rotation de la tourelle manque de fluidité, ce qui compromet la précision en situation dynamique. Le système de conduite de tir, pourtant moderne sur le papier, se révèle instable. Les optiques s'embuent, les mécanismes se dérèglent, les performances chutent. Chaque jour apporte son lot de nouvelles anomalies. Les équipes de Chrysler tentent des corrections rapides, mais le calendrier imposé par l'armée ne laisse aucune marge. Les ingénieurs comprennent qu'ils ne testent pas une arme prête au combat, mais un prototype lancé trop tôt dans la production. Pourtant, la pression politique empêche tout retour en arrière. À ce stade, personne ne veut admettre l'évidence. Trop d'argent est engagé, trop d'espoirs sont placés dans cette machine. Le T-43 continue d'être produit, alors même que les rapports internes évoquent déjà une liste interminable de défauts critiques. La guerre pour laquelle il a été conçu se déroule à l'autre bout du monde, et le char censé faire basculer le rapport de force reste cloué sur un polygone d'essai, prisonnier de ses propres promesses. À mesure que les essais se prolongent, une réalité beaucoup plus sombre s'impose aux responsables militaires. Le problème du T-43 n'est pas un défaut isolé ou une simple erreur de jeunesse. C'est l'ensemble du système qui se révèle instable. Chaque composant semble fonctionner à la limite de ses capacités, et parfois bien au-delà. Les ingénieurs commencent à comprendre qu'ils ont créé une machine trop ambitieuse pour les technologies réellement disponibles. Les rapports techniques transmis depuis Aberdeen deviennent de plus en plus alarmants. La boîte de vitesse ne supporte pas les longues phases de manœuvre à basse vitesse, pourtant essentielles dans un combat blindé. Les pignons s'usent anormalement vite, obligeant à des remplacements constants. Le moteur Continental, pourtant fiable sur des chars plus légers, fonctionne en surcharge permanente. Sa température dépasse régulièrement les seuils de sécurité, réduisant sa durée de vie de manière catastrophique. Le poste de conduite n'est pas épargné. Le conducteur se plaint d'une visibilité insuffisante et d'un effort physique épuisant pour maintenir le char sur trajectoire. Les commandes manquent de précision et la masse du véhicule rend chaque correction lente et imprécise. Dans un scénario réel, cela signifie une incapacité à réagir rapidement aux menaces imprévues. À l'intérieur de la tourelle, la situation est encore plus préoccupante. Le mécanisme de rotation se bloque par moments, forçant l'équipage à interrompre les exercices. Le système électrique, surchargé par les équipements modernes, subit des pannes répétées. Quant au chargement, censé être la clé de la puissance de feu du char, il se transforme en cauchemar logistique. Les obus et les charges sont si lourds que même 2 chargeurs entraînés peinent à maintenir une cadence acceptable sur la durée. Les observateurs militaires notent un autre problème critique. En situation prolongée, l'équipage s'épuise rapidement. La chaleur, le bruit, les vibrations constantes transforment chaque exercice en épreuve d'endurance. Un char conçu pour des duels à longue distance devient paradoxalement incapable de soutenir un engagement prolongé. Au fil des semaines, la liste des défauts ne cesse de s'allonger. Les inspecteurs finissent par compiler un document accablant, recensant plus de 140 corrections indispensables avant toute mise en service. Il ne s'agit plus de simples ajustements, mais de modifications structurelles majeures. Suspension, transmission, système de visée, ergonomie interne, presque rien n'échappe aux critiques. Cette avalanche de problèmes déclenche une crise ouverte entre l'armée et Chrysler. Les militaires accusent le constructeur d'avoir livré un produit immature. Chrysler réplique que les exigences ont changé en cours de route et que le calendrier imposé rendait un développement normal impossible. Les réunions se succèdent, tendues, parfois hostiles. Personne ne veut porter la responsabilité d'un échec aussi coûteux. Pendant ce temps, la guerre en Corée suit une trajectoire inattendue. Après les premières défaites, les forces américaines se réorganisent. Le débarquement d'Incheon renverse temporairement la situation. Puis l'intervention chinoise transforme le conflit en une guerre d'usure. Les grandes batailles de chars deviennent rares. Le front se fige. L'urgence qui avait justifié la précipitation du programme T-43 disparaît progressivement. Malgré cela,
La production continue. Le contrat est signé, les fonds sont engagés, les chaînes tournent. Arrêter le programme serait reconnaître publiquement une erreur stratégique majeure. À la place, on préfère espérer que les problèmes pourront être corrigés plus tard, une fois la pression retombée. En 1953, alors que les combats approchent de leur fin, près de 300 chars ont déjà été assemblés. Ils reçoivent une désignation intermédiaire, signe que l'armée tente encore de donner une cohérence administrative à un projet bancal. Chaque exemplaire coûte une somme vertigineuse, mais aucun n'est jugé suffisamment fiable pour être envoyé au combat. Lorsque l'armistice est signé, le paradoxe devient impossible à ignorer. La guerre qui devait justifier l'existence de ce char s'achève sans qu'il ait quitté le territoire américain. Les unités blindées ont combattu avec d'autres machines, adaptées tant bien que mal aux conditions du terrain. Le T-43, lui, reste immobilisé, entouré de dossiers techniques et de rapports critiques. À Washington, le malaise est profond. Des centaines de millions de dollars ont été investis dans une arme qui n'a pas servi. Officiellement, le programme continue sous une forme révisée. Officieusement, beaucoup commencent à comprendre que le char n'a jamais été pensé pour une guerre réelle, mais pour un scénario théorique devenu obsolète avant même son aboutissement. L'armée se retrouve alors face à un dilemme insoluble. Abandonner le programme serait un aveu humiliant. Le poursuivre implique d'injecter encore plus d'argent dans une machine déjà compromise. Cette hésitation va conduire à une décision lourde de conséquences, qui va transformer un échec technique en scandale politique. La situation finit par sortir des cercles fermés de l'armée et des industriels. À Washington, des voix s'élèvent. Pro d'argent, pro de zones d'ombre, pro de décisions prises dans l'urgence. En 1957, un sous-comité de la Chambre des représentants, chargé des opérations gouvernementales, ouvre une enquête officielle. Pour la première fois, le programme du char lourd est exposé à la lumière publique. Les conclusions sont dévastatrices. Les enquêteurs découvrent une documentation financière fragmentée, parfois contradictoire. Personne n'est capable de donner un chiffre précis du coût total du programme. Les estimations parlent de centaines de millions de dollars, mais aucun audit complet n'est possible. Les responsabilités sont diluées entre l'armée, le Pentagone et le constructeur. Le rapport pointe une erreur fondamentale. Avoir lancé une production massive pour répondre à une guerre qui ne nécessitait pas ce type de char. Le scandale ne conduit pourtant pas à un arrêt immédiat. Trop de véhicules existent déjà. Trop d'emplois et de contrats sont en jeu. L'armée choisit alors une voie intermédiaire. Après une longue série de modifications obligatoires, le char reçoit enfin une désignation officielle, M103. Ce nouveau nom marque une tentative de renaissance administrative, comme si un changement d'étiquette pouvait effacer les fautes du passé. Une partie des chars est attribuée aux forces terrestres, le reste au corps des Marines. Mais l'armée de terre se montre prudente. Elle ne modernise qu'un nombre limité de véhicules, jugeant les autres trop coûteux à remettre à niveau. Les Marines, eux, persistent, convaincus que la puissance de feu du M103 peut encore trouver une utilité. Pour donner un sens stratégique à cet investissement, l'armée décide de déployer un bataillon en Europe occidentale. Direction la République fédérale d'Allemagne. Le message est clair. Montrer que les États-Unis disposent toujours d'un moyen capable de faire face aux blindés soviétiques si la frontière venait à être franchie. Le M103 arrive ainsi sur les terrains d'entraînement bavarois, loin des polygones américains. Sur place, les équipages découvrent rapidement la réalité quotidienne du char. Chaque déplacement devient une opération planifiée. La consommation de carburant est telle que les convois logistiques doivent suivre en permanence. Le moindre exercice implique une organisation digne d'une manœuvre de grande ampleur. Là où des chars moyens se déplacent librement, le M103 impose des contraintes constantes. Les routes européennes posent un autre problème. De nombreux ponts ne peuvent supporter le poids du char. Les itinéraires doivent être soigneusement choisis, parfois modifiés à la dernière minute. Cette vulnérabilité structurelle inquiète les officiers. En cas de repli rapide, certaines unités risqueraient de se retrouver bloquées, incapables d'évacuer leurs véhicules. La maintenance devient un cauchemar. Le moteur, déjà connu pour ses limites, exige des interventions fréquentes. Les pièces s'usent plus vite que prévu. Les mécaniciens travaillent sans relâche pour maintenir un taux de disponibilité acceptable.
Chaque char immobilisé mobilise du personnel, du temps et des ressources disproportionnées par rapport à son utilité réelle. Les exercices de tir confirment un paradoxe cruel. Le canon du M103 est exceptionnel. Sa précision à longue distance impressionne même les observateurs les plus sceptiques. Sur le champ de tir, la machine fait exactement ce pourquoi elle a été conçue. Mais ces démonstrations soulignent aussi son isolement doctrinal. Le reste des unités blindées évolue vers des chars plus mobiles, plus polyvalents, capables de manœuvrer rapidement et de s'adapter à différentes missions. Dans les états-majors, une inquiétude silencieuse grandit. Les stratèges se rappellent l'expérience allemande de la Seconde Guerre mondiale. De nombreux chars lourds avaient été abandonnés non pas sous le feu ennemi, mais faute de carburant ou de moyens de dépannage. Le M103 présente les mêmes faiblesses. Sa masse rend toute récupération en zone hostile extrêmement difficile. En cas de recul précipité, la probabilité de perdre des véhicules sans combat est élevée. Cette prise de conscience change progressivement la perception du char. Il n'est plus vu comme un atout décisif, mais comme une charge. Une machine impressionnante lors des parades et des démonstrations, mais problématique dès qu'il s'agit d'un conflit fluide et moderne. Le contraste avec les nouveaux chars moyens, plus équilibrés, devient de plus en plus évident. Alors que le M103 s'enfonce dans une impasse opérationnelle, la réflexion militaire évolue rapidement. Les doctrines changent. Les menaces perçues ne sont plus les mêmes. Et dans ce nouveau paysage stratégique, une question commence à dominer toutes les autres. Ce char a-t-il encore une raison d'exister ? Au début des années 60, quelque chose se brise définitivement dans la pensée militaire américaine. Les scénarios sur lesquels le M103 avait été imaginé ne correspondent plus à la réalité stratégique. Les états-majors ne parlent presque plus de duels frontaux entre chars lourds isolés. La guerre moderne change de visage. Elle devient plus rapide, plus mobile, plus imprévisible. Et surtout, elle exige de la flexibilité. Les analystes observent avec attention l'évolution de l'armement soviétique. Les chars lourds, longtemps perçus comme la menace suprême, ne constituent plus le cœur des forces blindées adverses. À leur place apparaissent des véhicules plus légers, plus simples à produire, capables d'opérer en grand nombre. La logique n'est plus de dominer par un monstre technologique, mais d'écraser par la masse et la manœuvre. Face à cette réalité, le rôle du M103 devient flou. Dans les rapports internes, un constat revient sans cesse. Le char est exceptionnel dans un domaine extrêmement étroit, mais inutile dans tout le reste. Il frappe fort, mais se déplace lentement. Il protège bien son équipage, mais exige une logistique disproportionnée. Il impressionne lors des exercices, mais complique toute planification réelle. Pour une armée qui cherche désormais des plateformes polyvalentes, ce déséquilibre est rédhibitoire. C'est dans ce contexte qu'émerge une nouvelle doctrine. Le concept du char de combat principal s'impose progressivement. Une seule machine doit remplacer les catégories lourdes et moyennes. Elle doit combiner puissance de feu, mobilité et fiabilité, sans exceller dans un seul domaine au détriment des autres. Le M103, conçu pour une vision ancienne du champ de bataille, n'entre plus dans cette équation. La décision tombe sans éclat. En 1963, l'armée américaine commence à dissoudre ses unités équipées de chars lourds. Les bataillons disparaissent des tableaux d'effectifs. Les M103 quittent l'Europe et traversent à nouveau l'Atlantique. Aucun affrontement, aucun duel, aucune bataille décisive. Le char le plus puissant de son époque rentre chez lui sans avoir rencontré l'ennemi pour lequel il avait été créé. À sa place arrive un nouveau venu, pensé dès le départ comme un compromis moderne. Plus léger, plus fiable, plus simple à entretenir. Le message est clair, l'avenir n'appartient plus aux géants spécialisés, mais aux machines capables de s'adapter. Pour l'armée de terre, l'histoire du M103 est terminée. Le corps des Marines, en revanche, refuse d'abandonner aussi vite. Là où l'armée voit une impasse, les Marines perçoivent encore une opportunité. Ils réinterprètent le rôle du char. Il ne s'agit plus d'affronter des colonnes blindées, mais de fournir un appui-feu massif lors de débarquements amphibies. Dans ce cadre précis, le M103 semble encore avoir une utilité.
Une modernisation profonde est engagée. Le moteur essence, trop gourmand, est remplacé par un diesel plus économe, dérivé d'un char plus récent. Le rayon d'action augmente considérablement. La fiabilité progresse. Sans devenir simple, le M103 devient au moins exploitable. Sous cette nouvelle forme, il poursuit sa carrière au sein des unités de Marines stationnées sur le territoire américain. Malgré ces améliorations, une réalité persiste. Le monde ne lui offre toujours pas de guerre adaptée à ses capacités. Lors de la crise de missiles de Cuba, quelques chars sont déployés en alerte maximale. Ils restent en attente, moteurs coupés, canons pointés vers une menace qui ne se matérialise pas. Plus tard, lorsque les États-Unis s'engagent massivement en Asie du Sud-Est, le M103 n'est même pas envisagé. Les terrains, le climat et la nature du conflit le rendent totalement inadapté. Année après année, le char continue de servir uniquement lors d'exercices et de démonstrations. Ses équipages s'entraînent avec sérieux, conscients qu'ils manient une machine exceptionnelle, mais aussi conscients qu'ils se préparent peut-être à une guerre qui n'aura jamais lieu. Le paradoxe est total. Plus le char est puissant, moins il trouve sa place dans les conflits réels. Au début des années 70, la décision finale s'impose sans drame. Les derniers M103 sont retirés du service actif. Certains sont utilisés comme source de pièces, d'autres sont simplement mis hors d'usage. La machine disparaît silencieusement, sans bataille finale, sans explosion spectaculaire, sans moment de gloire. Ainsi s'achève l'histoire du M103, un char né de la peur, façonné par l'urgence, porté par des promesses immenses. Une arme conçue pour une guerre totale qui n'est jamais venue. Il n'a pas été vaincu par l'ennemi, ni détruit sur un champ de bataille. Il a été dépassé par le temps, par l'évolution de la guerre et par ses propres contradictions. Si cette histoire vous a captivé, pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce char et de son destin unique. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires de machines militaires aussi impressionnantes que controversées.